Le 16 août 2025, au cœur de la nuit, 57 camions filent vers la frontière du Burkina Faso. En quelques minutes, des drones verrouillent la route, les hélicoptères se placent en embuscade et le convoi est stoppé net, révélant sous des sacs d'aide humanitaire un arsenal de guerre évalué à plus de 700 millions de dollars. À cet instant, que signifie vraiment cette interception pour Ibrahim Traoré, pour l'avenir du Burkina Faso et pour chaque citoyen qui regarde ces images? Car une seule nuit peut décider du destin d'un pays entier. Ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse largement la saisie spectaculaire d'un convoi armé. C'est la compréhension précise d'un engrenage qui aurait pu faire basculer tout un État. Dans cette enquête, la promesse est claire. Montrer comment une opération présentée comme un simple contrôle routier s'est révélée être la clé d'un affrontement silencieux entre réseaux clandestins, intérêts étrangers et volontés souverainistes. Le bénéfice pour le spectateur est net. Comprendre en 10 à 12 mots comment un pays peut survivre à une attaque invisible où chaque décision militaire, politique et médiatique devient un pari sur l'avenir. Ce qui est en jeu, c'est la capacité du Burkina Faso à protéger sa stabilité malgré un arsenal venu de plusieurs continents, et la manière dont cette vérité, rendue publique, redéfinit la place du pays dans le Sahel. Et voici la question suspendue, comme une petite accroche, qui ouvre la suite. Si 57 camions ont pu franchir presque tout le territoire sans être détectés, que révèle alors ce passage manqué pour ceux qui voulaient frapper dans l'ombre et pour ceux qui ont choisi de l'arrêter? Ce que les enquêteurs découvrent dans les toutes premières renverse immédiatement le récit officiel. Ce convoi n'était pas une opération isolée, mais la première étape d'un plan structuré. Et les chiffres qui émergent donnent l'ampleur du choc. 57 camions, partis de points distincts, ont convergé vers la frontière togolaise grâce à une logistique réglée au millimètre, tandis que plus de 700 millions de dollars d'armement circulaient sous des sacs de farine. À partir de là, le cadre s'éclaire. Les routes empruntées, les horaires choisis et la répartition des chauffeurs répondent à un schéma pensé pour échapper au radar. Les enquêteurs confirment que le matériel AK-47, M16, roquettes, grenades ne provient pas d'un marché artisanal, mais d'une chaîne internationale reliant la Libye, le Yémen et plusieurs usines européennes. Chaque numéro de série vérifié ouvre une file d'attente de questions sur le financement, les intermédiaires et l'objectif final. C'est à ce moment-là qu'intervient la première bascule politique. Alerté heure par heure depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré exige que chaque élément soit traité comme pièce à conviction, que chaque conducteur soit interrogé séparément et que la moindre anomalie soit remontée au Conseil national de sécurité. Sous cette pression méthodique, un chauffeur, Marc-Antoine Zongo, finit par avouer: on lui avait parlé de pièces agricoles, mais les commanditaires, eux, savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. La révélation suivante boucle la curiosité ouverte en comme mentionné précédemment. Si cette interception n'avait pas eu lieu, l'arsenal aurait intégré en une seule nuit les réseaux hostiles, modifiant l'équilibre sécuritaire du pays. Les camions avaient été dispersés pour ne se regrouper qu'au dernier moment, une technique classique pour contourner la surveillance régionale. Lorsque les techniciens découvrent que certaines armes portant encore les codes d'expédition de 2023, un constat s'impose. Ce réseau est actif, récent, financé depuis plusieurs capitales et pensé pour déstabiliser durablement le Burkina Faso. Ainsi s'ouvre le véritable théâtre de l'affaire. Non pas une frontière isolée, mais une partie à plusieurs acteurs où l'État doit prouver qu'il peut protéger sa souveraineté sans se reposer sur aucune puissance extérieure. Pour comprendre comment cette opération a pris forme sur le terrain, il faut suivre l'homme qui en a saisi les premiers signes, le capitaine Moussa Kaboré, chef des gardes-frontières de la région des Canaries. Depuis des années, il observe ces routes silencieuses,
souvent déserte avant l'aube, et reconnaît instinctivement ce qui ne cadre pas. Ce matin-là, des camions roulant sans phare, espacés de manière anormale, suffisent à déclencher son alerte. Sous ses ordres, une unité improvisée se met en place. 15 hommes, 2 blindés légers et un drone emprunté à l'armée. Leur consigne est simple: observer, ne pas provoquer, attendre le moment où l'ordre venu d'Ouagadougou, signé Ibrahim Traoré, donnera le feu vert pour bloquer le convoi. À 13 heures, un premier camion est immobilisé. Le chauffeur hésite, tremble, tente d'expliquer un transport alimentaire. Lorsque les soldats ouvrent la bâche et découvrent des caisses d'armes parfaitement alignées, la scène devient une évidence. Ce n'est plus un contrôle, mais le début d'une course contre la montre. 10 minutes plus tard, 2 autres véhicules sont bloqués. Les conducteurs cherchent à fuir à pied, mais la route est déjà bouclée sur plusieurs segments. Le drone confirme. La colonne est complète, entièrement prise au piège. L'impact immédiat est double. La menace est stoppée, mais la certitude d'être face à un réseau international ouvre une phase nouvelle, faite de risques politiques et de pressions extérieures. Les forces engagées comprennent qu'elles ne viennent pas seulement d'éviter une attaque, mais d'entrer dans un conflit invisible. Tout commence par une anomalie, un convoi trop vaste, trop silencieux, trop parfaitement synchronisé pour n'être qu'un transport ordinaire. Avant même l'aube, les premiers signaux montent des postes frontaliers. Après ces alertes, les ordres se resserrent, les équipes se coordonnent et la mécanique de l'interception s'enclenche. Ce passage du avant au après devient la colonne vertébrale de toute l'opération. Les drones verrouillent la route, les blindés se déploient. Les unités s'avancent en silence vers une colonne qui continue d'avancer, comme si rien ne pouvait l'arrêter. Un camion et c'est bloqué, puis un deuxième. Chaque arrêt révèle une nouvelle couche d'armes dissimulées sous des denrées alimentaires. Les soldats comprennent soudain qu'ils tiennent quelque chose de beaucoup plus vaste que prévu. Non pas une fraude, mais une architecture clandestine qui relie plusieurs continents. Dans les minutes suivantes, les chauffeurs paniquent, certains tentent de fuir, d'autres appellent des numéros étrangers. Le brouhaha capté par les radios montre la nervosité d'un réseau pris au piège. Pendant ce temps, les communications affluent vers la capitale. Les analystes comparant les séries d'anciens conflits. Les premières correspondances avec la Libye et le Yémen apparaissent. Le puzzle prend forme. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suit minute après minute l'évolution de la situation. Il exige que chaque balle, chaque caisse, chaque numéro de série soit conservé comme élément de preuve. Il interdit tout tir inutile. Il ordonne de boucler la zone en 15 minutes pour éviter toute destruction ou contamination de matériel. Sur le terrain, les soldats ouvrent le premier camion entièrement rempli d'armes neuves et anciennes, toutes emballées avec une précision industrielle. Le capitaine Moussa Kaboré appelle directement la présidence. La phrase simple suffit à figer les équipes. Ce sont des arsenaux complets. L'effet domino suit immédiatement. Les médias nationaux diffusent les premières images. Les réseaux sociaux explosent. Certains parlent de tentative de coup d'État. D'autres évoquent une opération étrangère. Les forces spéciales arrivent en renfort. Les techniciens médico-légaux installent des tentes d'analyse sur la route. Chaque caisse est photographiée, triée, inventoriée. La liste qui s'allonge glace l'État. 25 000 AK-47, 10 000 M16, 13 millions de munitions, 70 000 grenades, 2 500 lance-roquettes, 400 missiles antiaériens, 50 tonnes d'explosifs. À mesure que les chiffres montent, la nature de la menace devient impossible à minimiser. Dès l'après-midi, les premières conclusions internes arrivent au Conseil national de sécurité. Ce n'est plus une opération de contrebande, c'est une tentative de déstabilisation capable d'embraser tout le Burkina Faso en une seule nuit. Les ministres, les généraux et les services de renseignement reconstituent la trajectoire financière.
des transferts depuis Abidjan, Accra, puis vers le Luxembourg et le Golfe. Une société écran, des ONG fictives, des fonds venus d'acteurs étrangers. Lorsque les premières preuves d'implication extérieure apparaissent, l'État comprend qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais d'une attaque programmée contre l'équilibre national. Dans cette transition brutale du chaos vers la maîtrise, un fait demeure: l'interception n'a pas seulement neutralisé des armes, elle a empêché une guerre. La lecture froide des données impose un éclairage net. La différence entre ce que le Burkina Faso aurait pu subir et ce qu'il a effectivement évité forme l'écart, l'écart observé, qui redéfinit toute l'affaire. Le comme point de référence est simple. Un pays sous pression sécuritaire chronique, des frontières vulnérables, des réseaux transnationaux en mouvement. L'écart observé, lui, surgit dans la matérialité brute des chiffres saisis sur la route. 25 000 fusils d'assaut constituent la masse critique d'une armée parallèle. En d'autres termes, un tel volume pourrait armer plusieurs bataillons sans aucune difficulté logistique. Les analystes comparent immédiatement ce chiffre au taux d'équipement officiel des unités frontalières. Il excède plusieurs fois la dotation annuelle. Cet arsenal n'était pas destiné à un groupe isolé, mais à une force organisée capable d'opérer sur plusieurs zones simultanément. Ce premier nombre suffit déjà à comprendre l'échelle géopolitique du projet. 10 000 fusils M16 issus de circuits occidentaux révèlent l'existence d'une chaîne d'acquisition récente. En d'autres termes, ce type d'arme circule rarement sans soutien étatique ou réseau structuré. Cette présence massive indique une intention claire: diversifier les calibres pour compliquer la traçabilité, multiplier les compatibilités opérationnelles et brouiller les pistes lors des investigations internationales. Les enquêteurs notent que plusieurs séries portent encore les codes d'expédition de 2020, ouais, de 23, preuve d'une chaîne active malgré les embargos régionaux. L'évaluation totale du convoi dépasse 700 millions de dollars, un montant équivalent au budget annuel de la santé du pays. En d'autres termes, un tel investissement signale une intention stratégique dépassant toute logique locale. Ce chiffre, plus que tout autre, montre que l'opération ne relève pas d'acteurs marginaux. Seule une alliance transnationale mêlant financements occultes, ONG fictives et sociétés écrans peut mobiliser une telle somme sans être détectée trop tôt. L'écart observé entre ces chiffres et la capacité réelle des groupes armés locaux expose la nature véritable de la menace. Aucun mouvement interne, aucune milice régionale ne peut absorber ni redistribuer un tel volume sans soutien extérieur. Les courbes de flux bancaires retracées d'Abidjan à Accra, puis vers le Luxembourg et le Golfe, confirment un réseau pensé pour contourner la surveillance continentale. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré impose une doctrine: chaque preuve doit être rendue publique afin de priver les réseaux clandestins de leur arme principale, le déni. Cette stratégie de transparence transforme l'enquête en démonstration politique. Les aveux filmés, les codes d'expédition, les itinéraires croisés créent un dossier trop solide pour être discrédité. Ainsi se referme le second Curiosity Loop. Si l'interception avait échoué, le pays aurait absorbé en une nuit plus de puissance de feu qu'en une décennie de conflit, modifiant irréversiblement la balance sécuritaire du Sahel. Et derrière les chiffres, une certitude demeure: les données je raconte jamais seules une histoire, mais elles fixent les limites du mensonge. Deux récits s'opposent frontalement après l'interception du convoi, chacun porté par des acteurs disposant de relais médiatiques et diplomatiques.
Pour comprendre la solidité du dossier, il faut d'abord accorder à chaque thèse sa meilleure version possible, l'exercice Stillman, avant d'examiner ce que les faits permettent réellement de conclure. Selon certains médias européens et nord-américains, l'opération serait une mise en scène visant à renforcer le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Ce récit avance que le Burkina Faso a présenté un épisode interne comme une attaque et étrangère afin de consolider la légitimité du régime. L'argument central repose sur l'idée que des armes circulent depuis longtemps dans la région et que la saisie, bien que massive, ne prouverait pas une orchestration internationale. Dans cette vision, les 57 camions ne seraient qu'un convoi parallèle parmi d'autres, révélateur d'un chaos endémique plus que d'un complot structuré. Le second récit, défendu par les gouvernements du Sahel et une partie des analystes africains, affirme que l'opération visait clairement à provoquer l'effondrement institutionnel du pays. L'ampleur du matériel, les itinéraires bancaires passant par Abidjan, Accra, le Luxembourg et le Golfe, ainsi que la présence de séries d'armes venues de Libye, du Yémen et d'usines européennes indiqueraient une chaîne d'approvisionnement impossible à monter localement. Selon cette lecture, la synchronisation des camions, les ONG fictives et la société Écran Sahel Trade Logistics Ltd constitueraient la preuve d'un soutien extérieur. Les données collectées sur le terrain, numéros de série, aveux filmés, codes d'expédition, flux financiers, réduisent l'espace du doute. Aucun groupe interne n'a la capacité logistique d'importer 700 millions de dollars d'armement en une seule opération. Aucun réseau local ne peut gérer 23 adresses, 17 entrepôts, plusieurs circuits financiers internationaux et un convoi dissimulé si méthodiquement. La position la plus robuste, sans extrapolation, est que l'opération dépasse le cadre du Burkina Faso et implique au minimum des acteurs extérieurs capables de financer, transporter et coordonner une telle masse critique de matériel militaire. Dans ce débat tendu, une constante demeure. Les preuves ont plus de poids que les récits. Un convoi stoppé, un continent réveillé. C'est à ce moment précis, au milieu de l'enquête et après l'examen croisé des séries, des flux financiers et des aveux, qu'un détail apparemment banal change la lecture globale. Plusieurs armes neuves portant encore les codes d'expédition européens de 2020, preuve que la chaîne d'approvisionnement n'est pas résiduelle mais active, récente et soutenue par des intermédiaires disposant d'une couverture diplomatique. Cette révélation, brève mais décisive, marque la bascule géopolitique du dossier. Les enquêteurs comprennent que l'opération visait non seulement à armer des groupes hostiles, mais aussi à tester la capacité du Burkina Faso à détecter une manœuvre internationale complexe. En rendant ces données publiques, Ibrahim Traoré renverse la logique traditionnelle. Il transforme ce qui aurait pu être une humiliation sécuritaire en démonstration de transparence, privant ainsi les réseaux clandestins de leur anonymat stratégique. La boucle de curiosité ouverte en comme développée plus loin se referme. Si l'interception avait échoué, le pays n'aurait pas seulement absorbé un flux massif d'armes, il aurait validé, malgré lui, l'existence d'un corridor invisible capable de contourner toutes ses frontières. Et désormais, l'enjeu n'est plus ce qui a été saisi, mais ce que cette révélation oblige à reconstruire. Les conséquences de l'interception s'étendent bien au-delà de la route où les camions ont été stoppés. Elle redessine en profondeur la trajectoire du Burkina Faso, de ses institutions à ses partenaires économiques, en passant par la population et l'équilibre régional du Sahel. Dès les premières heures qui suivent la saisie, l'État entre dans une phase de réorganisation accélérée. Les services de renseignement renforcent les contrôles routiers,
établissent des cellules d'audit permanentes et révisent les protocoles d'analyse des cargaisons sensibles. Ibrahim Traoré impose un principe nouveau. Chaque arme saisie doit être rendue publique, chaque numéro de série vérifié en présence de témoins. Cette transparence crée un précédent institutionnel inédit et sert de garde-fou contre toute tentative future d'infiltration. L'impact économique semble d'abord négatif. Les premières annonces de sanctions occidentales suscitent la crainte d'un isolement. Pourtant, l'effet miroir se produit. La Russie, la Chine et la Turquie proposent rapidement des partenariats directs, compensant les pertes et ouvrant de nouveaux marchés. Les exportations minières augmentent de 18% en 4 mois, révélant une capacité inattendue à réorienter les flux économiques. Les investisseurs régionaux s'intéressent à la stabilité retrouvée du pays, voyant dans cette démonstration de contrôle sécuritaire un signal de crédibilité. Le choc psychologique est immense. Les images des entrepôts pleins d'armes, les aveux filmés de François Bongo et les conférences de presse diffusées en direct transforment la peur en mobilisation civique. Des marches pacifiques rassemblent des milliers de citoyens à Ouagadougou. Les réseaux sociaux africains popularisent le hashtag Afrique réveillée. Dans les écoles, on parle déjà du jour du réveil, symbole d'un pays qui refuse la fatalité. Pour la première fois depuis longtemps, la population se voit comme actrice d'une souveraineté qui ne se proclame pas mais se prouve. Dans un Sahel fragmenté par les conflits, l'affaire fait jurisprudence. Le Mali et le Niger lancent des audits de leurs propres circuits d'armement, tandis qu'une coordination trilatérale est officialisée pour surveiller les routes d'importation illégales. Les experts de la CEDEAO, malgré les tensions politiques internes, reconnaissent que l'opération menée sous l'autorité d'Ibrahim Traoré a empêché une déstabilisation régionale potentiellement explosive. Le Burkina Faso apparaît dès lors non plus comme un maillon faible, mais comme un État capable d'imposer un standard de vigilance. La boucle de curiosité du midpoint se ferme. Ce qui a été stoppé n'est pas seulement un convoi, mais une trajectoire géopolitique entière. L'interception devient un pivot à partir duquel le pays redéfinit ses alliances, sa confiance intérieure et son rôle dans le Sahel. Les mois qui suivent l'interception ouvrent un horizon à 3 trajectoires possibles. Elles ne prédisent rien. Elles balisent le terrain où le Burkina Faso devra avancer entre reconstruction, pression extérieure et choix stratégiques. Dans cette trajectoire, les institutions consolidées après l'opération continuent de fonctionner, même sous tension. Les enquêtes judiciaires aboutissent à des inculpations progressives, les réseaux internes sont démantelés et la transparence imposée par Ibrahim Traoré devient la norme dans les rapports sécuritaires mensuels. Les relations internationales restent chatte crispées, mais un équilibre minimal s'installe. Coopération accrue avec les partenaires africains et maintien de discussions discrètes avec certains pays occidentaux. La croissance économique se stabilise autour de 3-4%, alimentée par les exportations minières et les accords bilatéraux. Ce scénario, prudent, repose sur une vigilance constante mais démontre qu'une voie médiane est possible. Le deuxième scénario voit l'affaire devenir un catalyseur régional. Le Mali et le Niger approfondissent leur coordination avec le Burkina Faso. De nouveaux audits révèlent des flux clandestins similaires. Un mécanisme panafricain de surveillance des cargaisons sensibles émerge. Les investissements intra-africains augmentent, les partenariats sud-sud se renforcent et les flux commerciaux dépassent de 20 les niveaux précédents. Les diasporas soutiennent l'effort de souveraineté par des transferts ciblés et des initiatives éducatives. Dans cette configuration, l'affaire du 16 août devient un modèle de résilience politique transformé en moteur de renaissance stratégique pour l'ensemble du Sahel.
La troisième voie redoute une réaction extérieure plus subtile: restrictions financières, campagne de désinformation, ralentissement des échanges commerciaux. Dans ce contexte, le pays pourrait faire face à une inflation persistante et à une fragilité logistique accrue. Toutefois, la cohésion nationale renforcée depuis l'opération et la mobilisation civique empêchent l'effondrement institutionnel. Ibrahim Traoré s'appuie alors sur une communication régulière, des bilans publics et un appareil sécuritaire remanié pour contenir la pression. Derrière les chiffres, les cartes et les conférences de presse, il reste une dimension que l'enquête officielle ne peut mesurer: l'effet intime de cette affaire sur ceux qui la vivent, la commentent ou simplement l'observent depuis leur quotidien. Pour beaucoup, l'interception des 57 camions n'a pas seulement d'éviter une tragédie, elle a révélé ce que peut signifier la souveraineté lorsque les décisions politiques atteignent directement la vie des citoyens. Chez les jeunes étudiants, l'événement est devenu un sujet de débat. Il compare la transparence imposée par Ibrahim Traoré aux pratiques de gouvernance qu'il souhaite voir se généraliser en Afrique. Les enseignants, eux, utilisent déjà le jour du réveil pour expliquer le rôle de la vigilance civique et la différence entre information vérifiable et rumeur. Dans les diasporas, la vidéo du convoi saisi circule comme un repère identitaire, un moment où un État africain ne subit pas l'histoire, mais la déjoue. Pour les citoyens ordinaires, la portée est plus directe. Ils savent que ces armes auraient pu atteindre leurs villages, leurs écoles, leurs marchés. Ils comprennent que l'affaire ne concerne pas seulement l'armée ou les élites, mais toute une génération qui refuse de voir son pays sombrer dans un cycle importé de violence. Cette prise de conscience nourrit un sentiment nouveau, celui d'être partie prenante d'une responsabilité collective. Deux gestes simples émergent alors comme gage de continuité: vérifier avant de partager et parler de cette affaire comme d'un exemple de vigilance utile, pas comme une histoire lointaine. Car un pays n'est jamais aussi solide que lorsque ses citoyens savent lire le danger avant qu'il ne frappe. L'interception du convoi ne suffit pas. Sans une architecture durable, l'État retomberait tôt ou tard dans les mêmes vulnérabilités. C'est pourquoi les autorités transforment la crise en feuille de route, où chaque étape relie clairement un acteur à une action mesurable dans un délai précis. Cette logique permet de refermer la boucle ouverte en P10. Une souveraineté solide ne repose pas sur un événement, mais sur un système. Chaque poste frontalier reçoit un système de détection connecté et un officier spécialisé chargé d'analyser les cargaisons sensibles. Indicateur: zéro passage illégal majeur pendant 12 mois consécutifs. À l'initiative d'Ibrahim Traoré, les flux d'armes saisis sont publiés mensuellement. Indicateur: rapport public validé par les forces de sécurité et un comité civil. Un parquet spécialisé est rattaché directement à la présidence pour traiter les dossiers impliquant plusieurs pays. Indicateur: nombre de procédures ouvertes et rapidité des mandats internationaux. Les trois pays forment une cellule commune pour suivre les routes d'importation illégales et mener des opérations conjointes. Indicateur: volume d'armes interceptées lors des opérations à plusieurs États. Les écoles enseignent les mécanismes de désinformation, la notion de souveraineté et le rôle des citoyens dans la vigilance collective. Indicateur: intégration du module dans les programmes nationaux. La boucle se ferme. Une attaque invisible n'est plus seulement déjouée, elle devient un modèle de défense active. Dans les heures qui suivent l'opération, un symbole s'impose dans tout le pays: le métal fondu des armes saisies, transformé en cloche d'école. C'est ce fragment, à la fois lourd de menaces et porteur d'avenir, qui sert de fil conducteur pour comprendre la portée humaine de cette affaire. Au centre de cette scène, le capitaine Moussa Kaboré tient entre ses mains un morceau d'acier devenu instrument de vie.
Son regard traduit la tension de cette nuit où tout aurait pu basculer, puis la conscience d'avoir servi un pays qui refuse de plier. Autour de lui, des enfants, des mères, des vieillards se rassemblent et murmurent des mots simples. Nous vivrons peut-être en paix. En arrière-plan, Ibrahim Traoré se tient debout, fatigué mais ferme, comme le reflet d'un peuple qui n'accepte plus de subir les logiques imposées par l'extérieur. Les marches pacifiques, les chants, les images partagées forment une mémoire commune, celle d'un pays qui transforme une menace en repère moral. Et lorsqu'une première cloche résonne sur la place de l'Indépendance, un constat traverse la foule. Le courage change le destin. L'histoire du 16 août 2025 ne se limite pas aux frontières du Burkina Faso. Elle circule désormais comme un récit partagé, un miroir où chacun peut lire ce que signifie protéger sa vérité. Les images du métal fondu, les marches citoyennes, les discours d'Ibrahim Traoré et les voix anonymes qui ont refusé de céder à la peur forment un langage collectif que nul ne peut confisquer. Dans bien des villages, on raconte l'affaire comme une leçon de vigilance. Dans les diasporas, elle devient un symbole de dignité retrouvée. Dans les écoles, elle ouvre un chapitre nouveau sur la responsabilité civique. Ce sont ces gestes, ces mots, ces regards qui prolongent l'élan né de l'interception. Si cette histoire vous parle, si elle éclaire vos propres questions sur la souveraineté, la justice ou la vérité, alors votre voix compte aussi. Vous pouvez partager l'analyse, en discuter autour de vous ou l'utiliser comme point de départ pour réfléchir à d'autres enjeux du continent. Car une histoire ne vit vraiment que lorsqu'elle est transmise.